c'est Caroline de la librairie Le Fayère à Rennes. Autrice, mais aussi scénariste, voix française de l'écrivain israélien Aaron Appelfeld, avec lequel elle entretenait une relation très forte, Valérie Zenati est une autrice solaire à laquelle nous devons l'une de nos plus belles rencontres à la librairie, intime et chaleureuse. La guerre occupe une place centrale dans son écriture, que ce soit dans ses romans pour la jeunesse comme Une bouteille dans la mer de Gaza ou Quand j'étais soldate, que dans ses romans pour adultes comme Jacob, prix du Livre Inter en 2015. Nous aimons cette autrice qui écrit magnifiquement sur le souvenir, la mémoire et l'oubli. Olivier Cohen a donné son prénom à la maison d'édition qu'il a créée en 1991. Il a choisi l'olivier et l'arbre se dessine sur les couvertures blanches de la collection littérature. Reconnaissable. Pour ses 30 ans, la maison s'offre une bibliothèque poche et réédite ses succès, ce qui se lit aujourd'hui avec Valérie Zenati et Olivier Cohen. Bonjour et bienvenue dans Ce qui se lit, le podcast de la librairie Le Fayère à Rennes, réalisé par Arnaud Vasmer, des entretiens durant lesquels nous vous proposons d'entendre un auteur ou une autrice et la personne qui l'édite. Aujourd'hui avec une histoire ancienne qui revient en librairie, une histoire datante d'une guerre à venir et que vous racontiez en 2006, Valérie Zenati. Bonjour. Bonjour. Romancière, traductrice, vous étiez venue à la librairie Le Fayère pour y présenter votre dernier livre Dans le faisceau des vivants, un livre sur votre relation à l'écrivain Aaron Appelfeld que vous traduisez. Depuis, il y a eu un nouveau livre, une nouvelle traduction que vous avez fait paraître qui est Mon père et ma mère, paru en octobre. Mais si on est ensemble aujourd'hui, c'est pour En retard pour la guerre, qui est donc votre premier livre qui revient en librairie dans une nouvelle collection aux éditions de l'Olivier à l'occasion de leurs 30 ans. C'est Olivier Cohen, l'éditeur qu'on entendra dans la seconde partie de cet entretien. En retard pour la guerre, Valérie Zenati, c'est un livre dans lequel vous racontiez une jeune Française venue étudier en Israël dans les derniers jours de 90 et les premiers de 91, c'est-à-dire dans les derniers jours précédant Tempête du désert, la première guerre du Golfe. Quel regard vous portez sur ce texte qui aujourd'hui est republié dans cette collection, la bibliothèque de l'Olivier, avec cette distance du temps? Ah oui, merci beaucoup de me donner l'occasion de parler de ce livre parce que sa réédition est importante pour moi à plus d'un titre. D'abord, c'est en effet mon premier roman aux éditions de l'Olivier, même si à l'époque c'était en réalité mon 10e livre publié, mais les 9 précédents étaient tous des livres pour la jeunesse. Et En retard pour la guerre a été mon premier livre, mon premier roman pour les adultes et mon premier roman à l'Olivier. Il y a 15 ans précisément. Et ce qui est troublant pour moi, c'est qu'il reparaît aujourd'hui dans le cadre des 30 ans de l'Olivier. Donc 1991, c'est à la fois la création. Et puis en plus, c'était pendant d'ailleurs. Voilà, tout à fait. Pendant la guerre du Golfe que les éditions de l'Olivier sont lancées. Exactement. Et donc c'est très troublant pour moi de voir à l'honneur ce livre dont l'intrigue se déroule au moment où l'Olivier naît et à un moment où moi, parce que c'est un roman mais qui a une matière autobiographique assez importante. Et donc, au moment où moi, je suis en Israël, on y reviendra certainement, avec un masque à gaz et des menaces d'attaque chimique, l'Olivier est en train de pousser ou d'être planté ici à Paris, et je l'ignore à ce moment-là. Et puis, 30 ans après, on est ici. Voilà. Absolument. Oui, mais outre cela, parce qu'il y a aussi la question, évidemment, vous l'avez dit, c'est votre 10e livre, mais depuis, il y en a eu d'autres pour les adultes. C'est pas simple toujours de reposer un regard critique ou non d'ailleurs sur son premier texte adulte. Voilà, quand il a fallu le relire, je ne sais pas dire s'il y a eu des petites corrections, des petites modifications qui ont été apportées pour sa republication. Quel sentiment vous avez eu? Alors c'est bien d'insister là-dessus, Arnaud, parce que effectivement, je pense que c'est une question importante. Le regard qu'on peut, importante. Je ne sais pas si elle est importante, mais elle est intéressante. Le regard qu'on peut porter sur un livre qui est le premier et qui date maintenant. Je l'ai relu, en effet. Je voulais traquer une sorte de tic que j'ai repéré, qui était de mettre des points de suspension que je n'utilise plus du tout et qui me font horreur dans mes textes. Je n'interdis à personne d'utiliser les points de suspension. Moi, personnellement, je savais que c'était ce que je voulais traquer, les points de suspension. Et je me suis dit, en relisant, je ferais peut-être aussi des petites corrections. Alors, j'ai traqué quasiment tous ces points de suspension
ça peut paraître anecdotique, mais bon, pour moi, ça voulait dire quand même quelque chose. C'était un rapport à l'intention, peut-être. C'est le point de suspension, on pourrait en parler pendant des heures. Ah ouais, mais... on laisse la phrase en On haut, on voilà. l'aboutit pas complètement, on laisse Oui. l'imaginaire du lecteur peut-être la Oui, compléter. tout à fait, mais on souligne peut-être. C'est-à-dire que je crois que, pour moi, et j'y pense maintenant en vous parlant de ce livre, je crois que ce livre soulevait une question qui court ensuite peut-être dans tous mes livres, en tout cas qui m'anime, c'est la question des non-dits. Et là, c'est comme si, à travers ces points de suspension, je voulais quand même orienter vers le non-dit ou le souligner d'une certaine manière. Or, ensuite, il me semble qu'en travaillant d'autres textes, j'ai probablement travaillé le non-dit autrement, en le ciselant peut-être de manière plus juste à mes yeux. Donc ça, c'est un détail qui n'en est peut-être pas un. Et au-delà de ça, je me suis aperçue en me relisant que je ne pouvais pas faire trop de corrections parce qu'autrement, j'aurais carrément tout réécrit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, c'est un texte dont je me sens proche par une sorte de mouvement vital qui l'anime et dont je me sens un peu plus éloignée par rapport à l'écriture, à l'expression qui est donnée à ce mouvement. Cependant, c'est quand même ce que vous écrivez aujourd'hui, vous le sentez dans la continuité de ce premier roman, malgré les évolutions évidentes qu'il y a eu, parce que vous avez écrit d'autres romans depuis. Alors j'aimerais presque vous poser la question, parce que je sais que vous êtes un excellent lecteur et que... Je n'ai pas lu tout Valérie Zenati. Non. Alors, je crois qu'il y a quelque chose... Donc, je dis ça parce que je suis pas sûre que moi, je suis pas sûre d'être la mieux placée pour le dire, mais il me semble en tout cas, oui, que tout ce que j'ai fait depuis se tient et c'est fait à partir de là. Oui, à partir de là, avec et contre... chaque livre s'écrit avec et contre le précédent, j'ai l'impression. Ça peut paraître une phrase un peu... Non, mais c'est normal, on est dans la continuité, en même temps, on n'a pas envie de se répéter. Voilà, c'est ça. Donc, oui, par un jeu de domino, depuis En retard pour la guerre et juste dans le faisceau des vivants, il y a un chemin qui est le mien et qui... En relisant En retard pour la guerre, j'ai senti qu'il y avait vraiment des choses qui étaient à peine esquissées, comme la question de la langue et de l'hébreu, puisque l'héroïne est française, installée en Israël, et ces questions-là... Et qu'elle refuse d'ailleurs d'être rebaptisée, et pour son prénom, et pour son fait. nom à l'immigration, d'un nom que lui donnerait l'agent de l'immigration. Voilà, tout à fait, oui, il y a cette scène où elle refuse. Elle s'appelle Constance, qui n'est absolument pas un prénom audible pour les Israéliens, parce qu'il y a une double voyelle nasale, le on et le an, qui n'existent pas en hébreu. Et en Israël, il y a quelque chose d'assez idéologique qui perdure aujourd'hui encore, qui est de donner des prénoms israéliens aux gens qui deviennent israéliens. Et elle refuse, effectivement. Donc, il y a cette constance, en effet. Ce prénom racontait pour moi quelque chose quand je l'ai choisi. Et peut-être, oui, qu'il y a une forme de constance, même si j'ai l'impression qu'à chaque livre, je rejoue tout. Je remets tout en jeu. Alors, dans ce livre, Valérie Zenati, donc En retard pour la guerre, vous racontiez cette Constance qui va étudier Flavius Joseph. Donc, c'est un contemporain du 1er siècle de notre ère qui était contemporain de la chute du temple de Jérusalem. Et elle, aujourd'hui, à la fin de ce 20e siècle, elle va l'étudier. Contrairement à d'autres, elle décide d'aller jusqu'à Jérusalem pour l'étudier. Contrairement à d'autres, et puis aussi, malgré la crainte, évidemment, de sa famille qui est restée en France, qui sait, parce qu'il y a les tractations, il y a les tentatives, en tous les cas, d'éviter la guerre entre les Alliés et puis l'Irak qui a envahi le Koweït. Comment vous était venue cette idée qui est faite de curiosité quand on lit aujourd'hui, parce qu'il y a des fêtes de fin du monde, il y a, en tous les cas, les lecteurs de 2021 ne vont pas lire comme ceux de 2006. C'est ça. Alors ça, c'est un peu aussi un hasard du calendrier, parce que effectivement, je crois que ce qui me frappe, c'est que ce livre, c'est un livre dans lequel j'ai instauré un jeu d'écho. Pas forcément conscient, mais qui s'est installé, un jeu d'écho entre le passé et le présent, comment le passé résonne dans le présent. Et donc, il y a le passé propre de la narratrice, intime, qui est esquissé dans les premières pages et qui résonne
dans les semaines de guerre, et il y a le passé historique lointain. Parce qu'évidemment, ils craignent une attaque chimique qui va se produire. Tout Et à évidemment, fait. qui dit attaque chimique en Israël avec des personnes juives renvoie Voilà, forcément des à la masques mémoire de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, des mascadias. Il y avait aussi l'impératif d'avoir une pièce, de se calfeutrer dans une pièce hermétique. Donc les mots jazz, chambre hermétique, tout ça, c'était très brûlant. Il y a le passé plus ancien que vous avez ôté de Flavius Joseph, qui est un historien du 1er siècle, qui était considéré comme un traître par les Juifs et qui a témoigné de choses très importantes dans l'histoire romaine et qui est le seul témoin presque contemporain de Jésus-Christ. C'est quelqu'un de très important, Flavius Joseph. Donc il y a les échos aussi avec la chute de Jérusalem. Et aujourd'hui, oui, quand je l'ai relu, je me suis dit qu'il y avait des échos avec la situation qu'on est en Parce train qu'on de parle de vivre. couvre-feu, on parle de fermeture, de réouverture d'universités ou de lieux Exactement, clos. C'est pas la guerre, la Non. pandémie, mais il Oui. n'empêche que l'expérience du lecteur Oui. va transformer sa lecture. Je pense. Et là, ça m'a frappé parce qu'il y a même un moment. Alors, il y a des polémiques sur les mascadias. Donc là, nous, Là, on a c'est les eu. masques. Voilà, nous, c'était les masques. Enfin, c'est quand même frappant. Et il y a aussi on a aussi à un moment donné à la radio un débat sur le fait que les violences conjugales ont augmenté parce que les gens se retrouvent enfermés chez eux. Enfin, des choses qu'on a vécues là, maintenant, qu'on vit maintenant. Et aussi, une dernière chose qui m'a frappée, c'est même... il y a un moment où quelqu'un dit, les économistes, ou d'ailleurs Constance, je crois, l'héroïne, les économistes planchent déjà pour savoir combien... calculer les pertes liées à ce couvre-feu. Et voilà, 30 ans après, nous, on vit la situation qu'on vit. Ça me touche parce que je me dis, bon, ça veut bien dire que la littérature attrape toujours quelque chose de... Enfin, toujours, je sais pas, mais qui la dépasse un peu peut-être et qui peut résonner de manière inattendue. Ouais. Alors là, il y a une différence quand même entre notre période et puis celle que vous racontez donc dans En retard pour la guerre en 90-91. C'est que la date de la guerre, elle est connue. La date de la fin de l'ultimatum est connue. Et c'est ça aussi que vous mettez en scène dans même plus de la moitié du roman. C'est même les pots de yaourt avec leur date de péremption sont après cette date. Donc ça renvoie à un futur très hypothétique. Un moment, vous l'écrivez, nos peurs éternelles sont sur le point de s'incarner. C'est-à-dire qu'aussi c'est très particulier. C'est ça que vous vouliez saisir. C'est que cette fête du fin du monde, tout d'un coup, les commerçants qui ne font plus crédit, mais en même temps les gens qui ne cessent de consommer au restaurant, de manger, de boire davantage parce qu'ils savent la faim, ça a des conséquences sur la vie intime, sur la vie personnelle très très fortes de ces gens. Pourtant, ils sont loin du conflit. Israël n'est pas un des belligérants. Non, c'est vrai. Alors, paradoxalement, puisque vous l'avez rappelé, et pour les auditeurs anciens, qui ont vécu cette période comme moi, on sait très bien que l'Irak a envahi le Koweït, donc Israël n'était absolument pas lié à cette guerre, et qu'ensuite il y a eu une alliance avec les États-Unis, l'Angleterre, la France, une trentaine de pays, alliance dans laquelle Israël n'était absolument pas présente, et pourtant... Évidemment, si j'ose dire, l'un des leviers de Saddam Hussein, c'était de menacer Israël. La cible la plus proche. Voilà. Et la plus aussi peut-être chargée de sens. Ouais. Il a menacé aussi l'Arabie Saoudite et il a mis sa menace à exécution d'ailleurs aussi. Et donc là, il y a, pour moi en tout cas, il y a eu cette sidération de vivre un temps qui était inscrit sur les agendas et qui était une sorte de marche, les yeux grands ouverts vers la guerre. C'est-à-dire, moi qui ai grandi dans les années 70 avec l'ombre de la Seconde Guerre mondiale et l'ombre de la guerre d'Algérie qui était portée comme ça sur les années 70, dans leur dit, leur non-dit, leur refoulé, retour du refoulé. Donc le mot guerre voulait dire quand même quelque chose pour moi et pour d'autres aussi. Et là, le mot guerre s'inscrivait comme une certitude à une date. Et c'est ce mouvement, cette marche vers la guerre que j'ai vécu, effectivement, puisque j'ai passé une partie de mon adolescence en Israël. C'est ce mouvement vers la guerre, vers l'incertitude, mot qui revient beaucoup aussi aujourd'hui. Mais vers, en tout cas, une certitude, c'est que plus rien ne serait comme avant, quelque chose allait se passer. Et que j'ai voulu attraper ensuite 15 ans plus tard en écrivant ce roman. Aussi, la volonté de questionner comment nos choix individuels ne sont que des choix individuels. Parce que Constance, elle est française, elle a choisi d'aller en Israël. Oui. Évidemment, sa famille a extrêmement peur et le lui fait ressentir malgré elle. Enfin, en tout cas, ne comprend pas pourquoi, contrairement à des étudiants américains ou d'autres nationalités, elle ne
prend pas le choix de prendre l'avion pour revenir en France. C'est ça aussi qui vous a intéressé, jusqu'où ces choix que l'on fait ne sont que des choix individuels ou comment est-ce qu'ils peuvent impacter d'autres malgré nous? Oui, ça c'est quelque chose qui est important pour moi. Peut-être dans chacun de mes livres, c'est dans des situations qui sont apparemment qui sont mondiales ou collectives en tout cas, vraiment collectives, comment l'individu peut d'une certaine manière rester un individu et ne pas forcément suivre le flot. D'ailleurs, c'est drôle parce qu'on faisait le parallèle avec aujourd'hui. Dans le livre, il y a aussi ce reproche fait à ceux qui quittent, à ceux qui s'en vont, à ceux qui désertent. Et on a eu ça ici aussi, à Paris notamment, lors du premier confinement, ou même maintenant, il y a ceux qui restent et ceux qui désertent. Et là, Constance... il y a quelque chose qui se braque en elle à l'idée de partir. Elle ne sait pas pourquoi. Je ne sais pas si elle est consciente des raisons pour lesquelles elle veut rester. Mais il me semble, quand je dis marcher les yeux ouverts vers la guerre, qu'elle pressent qu'en gardant les yeux ouverts sur la peur que peut susciter la guerre, la terreur même, elle va vers quelque chose qui lui fait peur, mais qui l'attire tout de même. Valérie Zenati, quelque chose d'intime. Oui, effectivement. Valérie Zenati, dans cette série de podcasts, on s'intéresse aussi aux relations que les auteurs-autrices ont avec les personnes qui les disent. Donc vous, c'est Olivier Cohen qui a créé les éditions de l'Olivier, vous l'avez rappelé, en 91. Donc en 2006, après 9 livres pour la jeunesse, pourquoi avez-vous choisi de lui adresser votre premier livre tout public? Alors, pour une raison qui est très très simple à cerner, c'est que j'étais déjà à l'Olivier d'une autre manière en tant que traductrice d'Aaron Appelfeld. Et je dois d'ailleurs ce livre en partie à Aaron Appelfeld. Mais ça serait trop long de raconter pourquoi et comment, mais je lui dois quand même, je crois, quelque chose de ce livre. Et donc j'ai commencé à traduire à Aaron Appelfeld et les publications sont sorties en 2004, Histoire d'une vie et L'amour soudain. Et puis ensuite, il y a eu Floraison sauvage, et donc j'étais déjà dans la maison en tant que traductrice. Et lorsque j'ai réussi à l'écrire, après avoir traduit Histoire d'une vie et L'amour soudain, mon premier mouvement était de le présenter à l'Olivier, parce que je connaissais Olivier Cohen et Laurence Renouf, qui était jusqu'à l'an dernier éditrice du Domaine français. Et je leur en ai parlé en disant, voilà, j'ai écrit ce livre. Et vous aurez peut-être envie de le lire, donc je l'ai donné à lire et donc en priorité. Voilà, ils l'ont accepté, ils l'ont édité. Comme tous les précédents, c'était aussi une évidence que tous les précédents pour les adultes, enfin tout public, allaient être aussi chez l'Olivier, parce qu'il y a des auteurs parfois qui, au bout d'un moment, changent parce qu'ils ont l'impression d'avoir fait le tour avec un éditeur. Vous êtes toujours à l'Olivier. Comment vous expliquez cette fidélité ? Je pense que c'est une fidélité qui, comme toute fidélité certainement, qui est due à une forme de réciprocité. J'aime profondément cette maison, son catalogue. C'est pas un hasard si je suis ici à la fois en tant qu'écrivain et traductrice. Donc vous êtes lectrice et vous retrouvez votre sensibilité dans ce qui est publié. Oui, je lis évidemment des auteurs publiés ailleurs, mais avant d'entrer à l'Olivier, que ce soit en tant que traductrice ou écrivain, je lisais déjà beaucoup d'auteurs de l'Olivier. Et je pense aux auteurs français comme Agnès de Sarthe, Geneviève Brisac, Florence Sévos. À l'époque, j'avais été frappée aussi par le livre de Christophe Honoré, par son premier livre ici. Donc, les auteurs français et puis les auteurs étrangers, Jonathan Safran Foer, qui a beaucoup compté, ou Cynthia Ozick, et bien d'autres, évidemment. Et donc, c'est une maison dont je suis lectrice. Et qui vous a formé, du coup, aussi en tant qu'autrice ? Oui, peut-être, en partie, sur la littérature contemporaine, en partie, parce que, heureusement, une formation est toujours plus bigarrée et vaste. Mais il y a ça. Après, je suis très curieuse de savoir ce qu'on dira de moi, mais je crois que cette fidélité-là, elle est due au fait que je me sens bien dans cette maison qui a un respect du texte extraordinaire et une attention et une exigence très grande portée au texte et donc aux auteurs. Et en retour, il me semble, j'ai l'impression de donner, de recevoir
quelque chose qui se situe autour de ça, dans un souci d'aller vers le texte le plus précis, le plus juste, sans considération qui pervertirait le travail, sans considération extérieure au texte lui-même. Ça, c'est assez rare, je crois, dans le paysage littéraire. Alors, pour bien vous comprendre, vous cherchez à bien vous comprendre, est-ce que ça veut dire que c'est un éditeur, une maison d'édition, qui, dans le travail que vous allez avoir avec eux, va vous suggérer des choses plutôt que vous dire vers où aller? C'est comme ça que ça fonctionne? Exactement, exactement. On est dans une sorte de dialogue permanent, mais de dialogue permanent amical et intellectuel, que ce soit avec Olivier ou avec Laurence Renouf quand elle était là. Mais il y a ce dialogue qui est permanent, mais qui ne porte pas forcément précisément sur ce que j'écris, parce que moi, je suis incapable de parler de ce que j'écris lorsque j'écris. Et ensuite, on sera toujours dans l'évocation d'un mouvement général vers lequel le texte va ou pourrait aller, et on ne sera absolument pas dans des directives qui conduiraient à forger un texte plus vendeur, plus commercial, plus identifiable. Non, pas du tout. Moi, j'ai le sentiment, quand je travaille, qu'on cherche simplement à m'accompagner vers mon texte et pas vers un texte qui serait celui qui ne serait plus le mien, mais qui serait susceptible de plaire au plus grand nombre. Et c'est comme si, à partir d'une photo floue que je donne, on me donnait la possibilité de faire la mise au point et de rendre la même photo, mais cette fois-ci nette. Question de la lisibilité, du coup. Voilà, exactement. C'est exactement ça. Donc, c'est pas un autre texte. C'est la même photo, mais ça me permet de faire la mise au point et de rendre une photo nette. Voilà, si on doit donner une image, c'est celle-là. Mais voilà, sont à découvrir donc aux éditions de l'Olivier vos livres, et donc En retard pour la guerre, qui reparaît dans la collection La bibliothèque de l'Olivier pour les 30 ans de cette maison d'édition. Nous allons parler dans un instant avec Olivier Cohen. Merci beaucoup, Valérie Zenati. Merci à vous, ce fut un plaisir. Nous poursuivons donc ce podcast Ce qui nous lie de la librairie Le Fayeur en votre compagnie, Olivier Cohen. Bonjour. Bonjour. Nous venons d'entendre Valérie Zenati nous parler de votre maison d'édition, les éditions de l'Olivier, qui fête cette année ses 30 ans, avec son texte qui est très troublant, puisqu'elle raconte une histoire qui se passe en 1991, pendant la guerre du Golfe. C'était le moment où vous-même, vous avez lancé votre maison d'édition, mais vous avez reçu ce texte des années plus tard, en 2006. Elle nous a rappelé qu'elle était déjà rentrée dans la maison, puisqu'elle traduisait déjà les livres d'Aaron Appelfeld. Est-ce que vous vous souvenez de l'émotion de votre première lecture du livre de Valérie Zenati, En retard pour la guerre, que vous avez choisi donc de rééditer pour vos 30 ans? Oui, je me souviens très bien, oui. J'étais impressionné par la force de ce livre, que je connaissais Valérie, effectivement, depuis un certain temps. J'avais lu un livre pour la jeunesse qu'elle avait publié à l'École des loisirs. Mais il y a une énergie dans ce livre qui est tout à fait remarquable. Et je dirais que c'est une de ses grandes qualités en tant qu'auteur. C'est une écrivaine qui a ce qu'on peut appeler une énergie littéraire très forte. Je ne veux pas dire par là que son imagination ou son style le sont moins, mais c'est ça il me semble qu'on remarque tout de suite. On est comme percuté par ce qu'elle écrit, et c'est à peu près la même chose finalement pour tous les livres d'elle que j'ai pu lire. Ce sont des livres qui vous marquent. Oui.
Mais En retard pour la guerre, je l'ai dit, avec quelque chose de troublant, parce que ça se passait en 91, donc forcément, ça a dû aussi vous rappeler des souvenirs du moment où vous avez lancé votre maison d'édition dans un contexte qui ressemble pas tout à fait à celui d'aujourd'hui, mais pas loin comme du premier confinement. C'est-à-dire que les librairies, personne n'y allait à l'époque pendant la guerre. Quel souvenir vous avez justement de cette période-là? Atroce. C'était épouvantable. J'étais très déprimé. Et je faisais le tour des librairies du quartier. Il y en avait à l'époque beaucoup plus. Nous étions installés rue Saint-André-des-Arts, donc pas très loin de Saint-Germain-des-Prés. Les piles de livres ne bougeaient pas. Enfin, il n'y avait personne. Alors, quelqu'un qui, paradoxalement, m'a énormément rassuré, c'était Georges Dupré, qui était un grand libraire connu dans la profession. Il avait notamment dirigé la librairie de François Maspero, La Joie de lire, autrefois, et il était le directeur de la librairie La Une, qui malheureusement n'existe plus aujourd'hui, qui est remplacée par un magasin Vuitton. Et La Une, c'était la grande classe, si vous voulez. Et c'était H-U-N-E. Voilà, H-U-N-E, une librairie magnifique qui avait été créée par Gerbrandt. Et donc un jour, je vous la fais courte, hein, mais enfin j'étais là à me lamenter en regardant les piles de livres qui ne bougeaient pas à La Une, et j'ai entendu la voix de Georges Dupré derrière moi qui me disait « C'est très bien ce que vous faites ». Alors j'ai cru que c'était une blague, et il m'a dit « Non, c'est bien ». Je lui ai dit « Mais enfin, écoutez, c'est gentil de me dire ça, mais vous voyez bien ce qui se passe en ce moment ». Il me dit « Oh oui, bon, mais ça ne durera pas ». Non, mais continuez comme ça, votre production est très homogène. Et alors je me suis ressorti, j'ai marché jusqu'à mon bureau en me disant homogène, bon, très bien, c'est homogène. Mais je crois avoir compris ce qu'il voulait me dire, mais finalement, ça n'avait pas tellement d'importance. Ce qui était important, c'est c'est ce qui passait à travers ce qu'il m'avait dit. Qu'il y avait peut-être plus confiance dans l'avenir de votre maison que vous à cette époque-là? Sans doute, oui, sans doute. Il en avait vu d'autres. Si voilà. Bon, il faut dire aussi une chose, c'est que créer une maison d'édition, à quelque moment que ce soit, c'est émotionnant, je dirais. Et je pensais y être pas préparé parce que ça fait longtemps déjà que je travaillais dans l'édition, mais en fait, je pense que on n'est jamais vraiment préparé à ce genre de choses. Parce que vous vous livrez énormément en dirigeant évidemment la maison, en publiant les textes, des textes qui vous ressemblent. Il y a une cohérence avec ce catalogue. Comment est-ce que vous le constituez, le composez, ce catalogue, au fil des années, au fil des livres? Il y a des auteurs que l'on retrouve, il y a des thèmes, des esthétiques qui vous sont plus chers? J'aurais bien du mal à vous répondre. Ouais. J'aurais bien du mal à vous répondre. C'est toutes choses égales par ailleurs. C'est un peu comme quand on demande à un écrivain pourquoi écrivez-vous. Parce que c'est ce qu'il sait faire, mais pour le reste, ça reste assez mystérieux. C'est plus de l'intuition, c'est ça, du ressenti? L'édition, c'est ce que je sais faire, mais pourquoi tel livre plutôt que tel autre, pourquoi tel auteur? Bon, d'abord, je ne suis pas seul. Je me suis rapidement entouré d'une équipe qui a changé d'ailleurs, qui s'est modifiée au fil des années, bien sûr. Je ne suis pas, disons, adepte de ce mythe très français, français, du petit éditeur, d'éditeur maudit dans son galetas en train de publier des livres impossibles. Oui, cette image romantique, ça me ressemble pas tellement. En revanche, je sais que je suis fidèle à des personnes, à des styles et à une recherche d'une certaine qualité qui prend des formes très très différentes parce que... C'est quand on regarde Jean-Paul Dubois, Catherine Poulain, Florence Aubenas, Valérie Zenati ou les étrangers, Ron Appelfeld, Richard Ford, Raymond Carver, Cormac McCarthy, on a de la fiction, on a de la non-fiction, on a des récits intimes, on a des récits qui ne le sont pas. Ce sont effectivement des esthétiques très différentes. C'est vrai. Alors on peut appeler ça de l'éclectisme. Je dirais que pour moi, la littérature, c'est la vie. C'est comme disait Proust, c'est la vie éclaircie.
Et la vie est multiple. Et la vie, on ne peut pas l'enfermer dans une catégorie. C'est pas possible. Et c'est pour ça que l'Olivier, c'est tout le contraire d'une secte, si vous voulez. C'est-à-dire, c'est une maison extrêmement ouverte sur de nombreux horizons. D'ailleurs, le premier nom que j'avais trouvé pour cette maison d'édition, c'était Horizon au pluriel. C'était un hommage personnel à une grande revue littéraire anglaise qui avait existé il y a fort longtemps et qui était dirigée par Cyril Connolly. Mais quand j'en ai parlé à un de mes meilleurs amis, il a éclaté de rire. Je lui ai demandé pourquoi, qu'est-ce que ça avait de comique. Il m'a dit, on dirait le nom d'une agence de voyage. Alors je lui ai dit, bon, très bien, je laisse tomber, mais pour moi, ça avait un sens. Et c'était aussi, les années 90, l'époque où, avec Michel Lebris et Alain Dugrand, nous avions créé une revue qui s'appelait Gulliver. Michel Lebris et moi, nous étions très proches à cette époque. On s'est fâchés, réconciliés, fâchés, comme ça arrive. Et il venait de fonder la manifestation Les Étonnants Voyageurs. Et on avait même un projet de collection ensemble qui finalement ne s'est pas fait. Et bon, ça c'était l'air du temps aussi. Ouais. Mais on retrouve quand même là, dans quelques-uns des noms que j'ai cités, puis bien d'autres, ce goût de l'ailleurs, ce goût de l'horizon, quand Catherine Poulain nous embarque dans des aventures qui sont très lointaines, où on se prend la nature et les éléments dans le visage, ou même Florence Aubenas, qui, sur les routes de France, de Ouistreham jusqu'en France, jusqu'à la Poste, a aussi une manière d'aller nous montrer, d'aller toucher un autre horizon. On retrouve quand même cela chez vos auteurs. Oui, il y avait notamment un écrivain américain que j'aimais beaucoup, et dont j'étais assez proche. Enfin, j'avais même habité chez lui à une époque à Long Island, qui s'appelait Peter Mattison, qui était aussi un grand voyageur. Oui, mais c'est très varié, si vous voulez. Il y a ces grands voyageurs, puis il y a des écrivains extrêmement sédentaires et urbains aussi que j'ai publiés, parce que il y a différentes manières de voyager, si vous voulez. Il y a des gens qui voyagent vraiment physiquement, et d'autres qui voyagent, comment dirais-je, spirituellement. Puis il y en a d'autres, c'est les deux. On pourrait dire que tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon, pour reprendre le titre du livre de Jean-Paul Dubois-Trégoncourt que vous publiez. Exactement. Jean-Paul Dubois, c'est un bon exemple, parce que, dans un sens, parce que il a été grand reporter pendant des années à l'Observateur, mais en fait, c'est un homme extrêmement casanier. Oui. Il vit à Toulouse, dans la maison de ses parents, depuis ses parents qui ne sont plus là, mais depuis très très longtemps, et il voyage beaucoup dans son imagination, je dirais. Alors, je voudrais qu'on s'intéresse à la manière dont vous travaillez, alors pas forcément avec tous ces auteurs, mais par rapport à ce que nous a dit Valérie Zinati, la manière dont on travaillait avec un auteur. Elle nous disait, on n'est pas dirigé, mais c'est plutôt des suggestions, des conseils, des lignes, ou en tous les cas, elle utilisait une autre image, c'est-à-dire qu'en gros, moi je rends une photo floue, et à l'Olivier, on me met le bon focus, le bon regard, la bonne netteté. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment, avec une auteure comme Valérie Zinati, vous travaillez un texte pour aboutir à cet objet qui est le texte fini en livre? Écoutez, on pourrait partir de son dernier texte, finalement, qui est le livre qu'elle a consacré à Aaron Appelfeld. Dans le faisceau des vivants. En fait, tout a commencé par un coup de téléphone. Et après la mort d'Aaron Appelfeld, elle m'a appelé, et elle était dans un état presque de transe, je dirais. Cet événement l'avait bouleversée, et il m'a dit il faut que j'aille à Tchernovitz, qui était la ville natale des parents d'Aaron Appelfeld. Alors, qui, j'ouvre une parenthèse, mais aussi Tchernovitz, qui était la capitale de ce qu'on appelait la Bucovine, qui a été la province la plus orientale de l'empire des Habsbourg, et qui est maintenant en Ukraine. C'est aussi la ville natale de mes grands-parents maternels. Oui, le hasard. Voilà. Et donc, oui, elle m'a dit, voilà, il faut que j'y aille. Est-ce que les éditions de l'Olivier pourraient me payer le voyage? J'irai en train. J'ai dit, bon, très bien, ok. Elle est partie.
Et puis, elle est donc revenue avec un texte qu'elle a écrit très très vite, hein, tout de suite, à chaud. Et à chaud, oui, c'était comme, je sais pas, de la lave brûlante, vous voyez. Il fallait laisser refroidir un peu, pas trop, mais un peu. Et puis ensuite, avec elle, avec Laurence Renouf, qui dirigeait l'éditorial à l'époque, pendant de longues années, on a parlé de ce texte, on a parlé. Donc il ne s'agissait pas de corriger, de réviser quoi que ce soit, il s'agissait d'avoir un échange au sujet de ce texte. Et je pense que ça a été utile. Le travail éditorial était de cet ordre-là. Oui. On parlait de Florence Aubenas, on a un rituel avec Florence, c'est que quand elle écrit un livre, elle me demande 3 conseils. Systématiquement. Toujours. Et un en particulier. Et puis bon, après, quand elle rend sa copie, alors là, je la lis très très attentivement et on en parle vraiment beaucoup. On parle des détails, du rythme du texte, de la construction. Mais son dernier livre en particulier, qui est, je crois, une réussite totale, c'est la conduite de la Poste. C'est elle. Il y a une phrase que je lui avais dite, je crois que je peux le dire maintenant, parce que ça n'est plus secret, mais puisque c'est l'histoire d'un crime, et en particulier d'un homme qui est accusé d'un crime que probablement il n'a pas commis. Et donc je lui avais juste cité une phrase d'Alfred Hitchcock que je trouvais formidable, qui avait dit « Je filme des innocents comme s'ils étaient coupables ». Voilà. Et je trouve que ça correspond bien à son livre. Effectivement, toute l'attention ici. Puis je voudrais qu'on termine, Olivier Cohen, par donc vos 30 ans. Vous avez lancé une nouvelle collection qui est la bibliothèque de l'Olivier, dans lequel figure donc le livre de Valérie Znati, le premier qui est republié, mais il y a aussi Jean-Paul Dubois. Pourquoi cette volonté de créer cette nouvelle collection et donc du coup de redonner une actualité à ces livres-ci? Alors, je crois qu'il faut rendre à César ce qui est à César. Cette idée m'a été suggérée par Gilles Bourgogne, qui est notre chef des ventes. Et il y a plusieurs années, on discutait, c'était à Noël, et je me souviens, et je lui avais demandé qu'est-ce qui, à votre avis, pourrait marquer ces 30 ans. Il m'avait dit, vous devriez publier une série d'ouvrages qui seraient les livres qui ont marqué les éditions d'Olivier. Alors, il avait pensé à 30 livres. J'ai 30 ans. Bon, je lui ai dit, non, ça, je pense que c'est pas possible, c'est trop lourd. Mais j'avais gardé l'idée en tête et on a remis ça sur le tapis. On a réduit à 18 titres. Ce qui reste quand même déjà pas beaucoup, mal. Mais ouais. bon, on a publié quand même en 30 ans près de 1000 titres. Vous voyez, donc c'était impossible de faire un vrai choix. C'est un peu, il y a toujours quelque chose d'arbitraire dans ce genre de choix. Et ce qui a été très fort dès le départ, notre équipe s'était profondément renouvelée depuis quelques mois, c'était que ces 30 ans devaient témoigner de ça. C'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas de se pencher avec nostalgie sur le passé, mais de se pencher sur l'avenir. Donc, se dire, on est à une charnière, à un moment charnière. Ça s'est traduit par une collaboration avec une jeune graphiste qui s'appelle Maya Palma, qui nous a proposé des esquisses de couverture de cette collection et qu'on a trouvé absolument formidable. Je me vois encore me dire, mais c'est exactement ça que je cherchais sans le savoir vraiment. Ce qui me plaît beaucoup, c'est que c'est à la fois une collection qui met en valeur des titres que nous avons publiés dans le passé, même un passé parfois très récent, parfois moins récent, mais qui annonce quelque chose de nouveau. Et pour moi, c'est ça le sens de ces 30 ans, vous voyez. C'est pas un musée, c'est un regard qui enveloppe à la fois le passé et le futur. Parce que je crois à l'avenir de l'édition, je crois à l'avenir de la littérature, et donc je crois à l'avenir de cette maison, même si dans les années qui viennent, il est plus que probable que je
je serai moins au volant, vous voyez. Hein, mais je serai toujours là, mais j'y crois vraiment. Mes doutes d'il y a 30 ans, si vous voulez, je ne les ai plus. Et parce qu'à l'époque, pendant ces terribles débuts d'année 91, je m'étais même dit, au fond, peut-être j'ai fait une erreur. Pourquoi m'être lancé dans cette aventure abracadabrante. Aujourd'hui, je regrette pas de l'avoir fait. Nous non plus, en tant que lecteur. Et donc, on peut découvrir En retard pour la guerre dans cette collection de la bibliothèque de l'Olivier, un des titres que vous avez du coup choisi de réactualiser de Valérie Zenati. Merci beaucoup, Olivier Cohen. Merci. C'était un podcast d'Arnaud Vasmer, réalisé pour la librairie Le Fayère à Rennes.